potes. Un podcast désopilant présenté par Martin et Charles. C'est qui ça? C'est qui ça? Martin et Charles. Oh là là. Mais où sont-ils que je leur crève les yeux? Qui ça? Martin et Charles. Je commençais à me fatiguer. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, hein? Permettez-moi de préciser poliment que vous êtes de pauvres petits cul. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Salut. Salut. Salut le zigoto. Ouh, les zigotos. Oh mais qu'est-ce que je vois là? Mais c'est un petit zigoto. T'as bien une tête de zigoto. Qu'est-ce que je vois là? Salut à toutes et tous, salut l'ami Aude, et salut à toi le petit zigoto que je vois à travers ton écran là. Ouais, salut. Comment ça va le petit zigoto? Écoute, ça va nickel, ça va, toujours bon. en d'autres lieux. En d'autres contrées, ouais, et toujours endeuillé de la mort du pape François. On l'a compris, c'est quelque chose qui est... Non, c'est pas des pays catholiques, Vietnam... Alors, une petite anecdote marrante que je t'ai pas racontée à l'épisode précédent. Ouais, vas-y. Le jour de Pâques, il y a quand même des églises. Et le jour de Pâques, on est arrivé par hasard dans une auberge, dans un bel endroit, quand même un endroit sympa avec une belle piscine et tout. Et on arrive super tôt le matin, genre à 6h du mat, parce qu'on avait pris un train qui arrivait super tôt. Et c'était le dimanche de Pâques. Et en fait, par hasard, de l'autre côté du champ, il y avait une église où ça braillait des chants. Et le mec, c'était un Belge en plus qui m'explique, René, qui me dit, sais-tu, c'est la plus grande église de la région. Et là, ils font les chants de Pâques et tout. Donc, j'ai pu célébrer Pâques comme bon chrétien. Et c'était assez marrant d'être accueilli par des chants d'église à 6h du mat en plein cagnard. Il faisait déjà méga chaud au Vietnam, donc c'était cool. Donc oui, il y a des églises, mais c'est plutôt confucéen, il y a des églises quand même, bouddhistes. Voilà. Et là on arrive en Cambodge, je crois qu'il y a un peu d'hindouisme aussi. Les églises qui sont là, c'est un vestige des Français dans le secteur. Oui, mais t'as aussi des nouvelles églises qui ont d'ailleurs un look oriental. Et c'est marrant. D'accord. Mais je pourrais t'envoyer, je t'enverrai le truc de l'église justement que j'ai vu. C'est assez marrant. Il y a aussi des vieilles églises de France. Et d'ailleurs, j'en ai assez peu parlé, pareil dans l'épisode précédent, mais à ce sujet, oui. Là, assez rapidement, tu te heurtes au passé colonial et notamment français, Vietnam, Cambodge, tout l'Indochine. Ouais, c'est assez terrible. Hein. Typiquement, c'est Cambodge. Marqué. Cambodge, j'ai pas encore. Là, il faut que j'avais envie de lire tout un article pour bien revoir les Khmers rouges et ce qui s'est passé. Mais on a été directement dans le bain parce que la petite ville juste après la frontière vietnamienne s'appelle Kep, K-E-P. Ouais. Vraiment, tu peux regarder là si tu as un ordinateur sous les yeux, regarder où c'est. C'est vraiment une ville à côté de Kampot, voilà. Et il faut savoir que ça s'appelait Kep-sur-Mer en français dans le texte. Ah ouais. Parce que ils avaient construit une espèce de petite station balnéaire à la fin des... un village vacances, à la fin des années 1800, début du 20e siècle. Ouais. Et il y a un truc assez particulier, c'est que ça a été complètement vidé par les Khmers, par les Khmers rouges, pardon. Il faut dire rouge, sinon lors de la... Et comme symbole en plus comme symbole du protectorat français. Et c'est assez récent. C'est assez récemment, genre dans les années 2000, que cette ville renaît un peu de ses cendres, mais pas le centre. Donc en fait, tu as un vieux centre historique avec des rues bien perpendiculaires qui est vide, avec des vieilles maisons abandonnées. Et puis tu as autour de la mer, tu as la nouvelle ville cambodgienne, nouvelle entre guillemets, qui vit là, quoi. D'accord. Et donc t'es tout de suite, c'est pareil l'histoire du poivre.
il y a des plantations de poivre, mais en fait, avant, les Khmers rouges, ils ont détruit toutes les plantations de poivre parce que c'était un symbole aussi du colonialisme. D'accord. Ouais. Et donc, c'est assez récent assez récemment qu'ils refont vraiment pousser du poivre, mais genre d'un rapport 20 à 30 fois moins que ce qu'il y avait avant à l'époque, lors de l'époque coloniale, quoi. Mais alors sur ce sujet de la langue française au Vietnam, est-ce que tu as percé le mystère, un mystère qui était nôtre, le mystère du banh mi? Est-ce que le banh mi vient de pain de mie? Oui, il y a ça, t'as banh mi, t'as feu qui vient de pot-au-feu. Ah ouais, c'est la soupe avec de la viande. Pourtant, ça n'a rien à voir avec le feu, enfin le faux. Et je t'ai dit, faux, ouais, mais c'est feu. C'est feu. Ah d'accord, ok. Et alors il y a le mot. Alors si tu lis C-A plus loin P-H-E avec un accent grave. Ouais. Ça fait quoi? Ça fait. Café. Ah ouais, excellent. Alors la première fois que j'ai vu ça dans l'aventure d'un. Café. Alors avec des petits cafés un peu mignons et tout. Hein. Ouais. Et là j'étais là, genre café. Ah ouais, café, ouais, un café, ouais. Ouais. Et pareil, je t'ai dit, la gare, ça se dit gare. Oui. Donc non, il y a des vestiges de français dans le vietnamien. Ouais. Le niveau de vie général est comment? Est-ce que c'est un lieu où tu es marqué par la pauvreté, quelque chose qui est très divisé entre riches et pauvres, ou finalement une classe moyenne à peu près lisse? Alors le niveau de vie, bon, c'est sûr qu'il est le niveau de vie il est plus bas que déjà on peut pas le comparer au niveau de vie européen. Maintenant, non mais alors clairement moi l'image que j'avais des territoires dans lesquels tu es, ça aurait pu être des baraquements, pas de voirie, mais de la piste en terre. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est bien au-dessus de ça. Bah déjà, il y a des décathlons. On l'a appris. Non, c'est quand même assez développé. Le Vietnam est assez développé. Il y a une grosse classe moyenne, comme tu l'as dit, machin. Maintenant, il faut voir que c'est beaucoup les Viet, le peuple. Il y a genre 50 ethnies au Vietnam, dont une majoritaire les Viet. D'ailleurs, Vietnam, ça veut dire c'est le territoire des Viet, en fait. D'accord. C'est ça que ça veut dire, quoi. Et par exemple, on a pu voir un peu de pauvreté quand on était dans le nord. On a été visiter un village Hmong, H-M-O-N-G. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, ça, c'était moins la fête. C'était beaucoup plus pauvre. Ils vivaient plus dans des baraquements, comme tu dis, dans une maison en bois où il y a un lit, un foyer, deux bancs, quoi. Ouais, il y a une grande communauté Hmong en Guyane. Je sais pas pour quelle raison, mais il y a pas mal de villages Hmong en Guyane. Et en fait, il faut voir qu'en plus, on a quand même déplacé, nous les gentils français, on a quand même déplacé des populations comme ça nous chantait, parce que c'est. Non mais regarde, en plus l'histoire des Hmong, je vais faire un petit point d'histoire, mais ce que m'expliquer. Alors ah ouais. Ah bah tu vois, il y a des petites noix de coco qui tombent de l'arbre et si t'es en dessous, tu te prends une bûche. Tu te fais assommer. Accident de noix de coco. Donc c'était avec une association, avec une Hmong qui s'en est bien sorti, qui tient son petit business de justement pour essayer de faire développer l'activité pour les autres Hmong et tout. Et elle faisait des excursions dans des villages Hmong et tout. Elle expliquait qu'en plus les Hmong ils ont une sale histoire en gros, mais même avant, ils viennent presque de Sibérie. Après ils se sont fait un peu chasser au fur et à mesure par le peuple. Alors l'ethnie majoritaire des Chinois c'est les Han, H-A-N. Ils se sont fait un peu bouter hors de Chine par eux, donc ils se sont retrouvés éjectés vers le sud au Vietnam. Mais c'est pour ça qu'ils sont dans le nord du Vietnam aussi. Mais quand ils sont arrivés au Vietnam, il n'y avait plus beaucoup de territoire pour les accueillir parce qu'on voulait pas trop d'eux parce que pareil, ils arrivaient après la bataille, quoi. Donc on les a foutus dans les montagnes, là où il n'y avait pas grand monde qui voulait aller, et donc c'est des territoires peu productifs en termes d'agriculture. Donc ils ont toujours été dans la merde, machin. Ils avaient peu de récoltes par an. Et ils étaient un peu maltraités. Du coup, pendant la période de protectorat français, alors je ne sais pas si c'est colonie ou protectorat, mais en tout cas pendant l'époque coloniale française, ils étaient un peu alliés avec les Français pendant aussi. Enfin, en gros, ils utilisaient un peu les Hmong aussi comme contre certains autres Viet. Du coup, quand la France a perdu, ils étaient encore plus marginalisés au Vietnam. Ensuite, il y a eu la guerre du Vietnam. Il y a eu la guerre entre les Américains
et les Viet Cong. Les Américains ont recruté des Hmong pour se battre contre les Viet Cong. Donc ils ont toujours été dans le camp des losers en fait. Donc sale histoire pour les Hmong. Enfin, ils ont toujours été récupérés par. Ça a toujours été le danon de la farce. Parce que je crois avoir compris qu'ils avaient été positionnés en Guyane parce que justement ils sont réputés excellents agriculteurs, ils sont capables de faire pousser tout n'importe où, et donc ils ont fouté. Il y a plein de villages Hmong dans la jungle en Guyane où les mecs ont dit que c'est sont les villages nourriciers de la Guyane. Quoi. Oui, c'est vrai que j'avais vu que sur le riz, sur le savoir-faire du riz, ils ont pas mal envoyé. Alors j'avais vu qu'en Afrique ils avaient envoyé des mecs pour d'Indochine pour cultiver certains territoires, mais certainement en Guyane aussi. En termes de tropicalité, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Mais donc alors ça répond pas complètement à la question du niveau de vie, c'est que à part ça, c'est quelque chose qui est plutôt lisse. Dans l'épisode précédent, tu nous disais que les gens se protégeaient farouchement du soleil. Alors, c'est que les moyens du bord, c'est comment ça se passe? C'est plus. Il y a rien qui coûte très cher là-bas, parce que les fringues, toutes les fringues sont produites. Il y a plein de trucs produits au Vietnam. T'as plein de contrefaçons de marques de sport, tu sais. Je sais pas, Patagonia, des trucs comme ça, tu vois. Et en termes de niveau de vie, ça me fait un peu penser au Maroc par certains aspects. D'accord, non, mais t'es pas saisi d'une certaine pauvreté Non, pas encore. Ça va peut-être être le cas dans certains coins du Cambodge ou du Laos, je sais pas, mais je suis pas particulièrement saisi. Et en tout cas, par exemple, au Vietnam, les gens bouffent beaucoup dehors aussi. Alors, ça veut rien dire, mais je pense que nous on a mangé de manière un peu plus authentique et plus simple et plus bon marché aussi d'ailleurs au Vietnam, parce que je pense qu'il y a une culture de bouffer dehors pour rien, tu vois, genre donc quand je dis rien, c'est 30 000, 40 000, c'est-à-dire 1 euro, tu vois, tu bouffes, tu fais un repas complet pour 1 euro. Et street food, les mecs bouffent dans la rue. Street food, ouais, beaucoup. Ah oui, ça c'est marrant. Alors il y a un truc qui est trop marrant dont j'ai pas parlé, c'est chacun il a son business, c'est chez lui, tu vois. Il a fait c'est chez lui. Et c'est son business aussi, tu vois. Donc en gros, il a son salon. Ils ont tous leur première pièce quand tu rentres, c'est toujours le salon. Et dans leur salon, les mecs, soit c'est des barbiers, mais sinon si c'est des petits restaurateurs, tu vois que la journée, ils ont des piles de tables, de chaises, machin, ils sortent tout sur le trottoir. Ouais. Et tu bouffes là. Les mecs font à bouffer et tout. Non, c'est ouais. Il y a un côté un peu. Mais qu'est-ce que c'est? On m'a rapporté un truc. Hop là, on vient de me rapporter à manger. C'est du chocolat. C'est du live là. C'est du live, ami auditeur. Qu'est-ce que tu manges là? Écoute, on vient de me rapporter un délicieux gâteau. Mais alors, black bean, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est black bean? Ce sont des haricots. Non, là c'est pas. Ouais, mais là c'est pas du black bean parce que je pensais que ça allait être ça, mais ça ne l'est pas. C'est juste du chocolat. D'accord. Mais sinon, ils foutent des beans dans des gâteaux sucrés? Ah ouais. Les haricots noirs sont très utilisés comme base sucrée. Haricots noirs. C'est très peu haricots rouges. Haricots rouges. 1500. Ouais. D'accord. C'était à 1500. C'est du live. Cet homme mange ce qui n'est finalement pas du black bean. C'est tout simplement un gâteau au chocolat. Ouais, c'est une espèce de gaufre dans lequel c'est une espèce de beignet quand tu réfléchis. D'accord, ok. Et en termes de grandes enseignes. En termes de grandes enseignes, donc tu nous disais Decathlon. Alors c'est vrai que c'est assez surprenant d'apprendre qu'il y a un Decathlon à Hanoï. Mais je pense à McDo, etc. T'es pas envahi de signaux qui te rappellent à l'Occident sans arrêt? Alors, pas trop. Ça c'est cool. Contrairement à l'âne. Un peu de McDo. Et je te parle évidemment de l'âne trop. On a fait un McDo à un moment à Ho Chi Minh, Ho Chi Minh Ville. Et ça nous faisait plaisir, ça fait plaisir aux enfants, ça reboot un peu les intestins. Avec des burgers spéciaux Vietnam ou la même chose que... Un petit peu, mais
pas forcément tant. Il y a d'autres spécialités, il y a d'autres chaînes qui sont plus asiatiques, mais ça va tourner principalement autour du poulet frit et des sauces au piment, tu vois, dans la fast-food. Parce qu'après t'as plein de choses. Ah non, trop marrant dans leur fast-food. Donc des chaînes qui sont plus asiatiques, c'est-à-dire Loteria, O-T-E-R-I-A, et aussi Jollibee, qui est un truc taïwanais, je crois, ou malaisien, ou philippin, je sais plus. En tout cas, il y a des spaghettis à la tomate. C'est un peu leur en plus, tu vois, tu peux avoir ton burger et une petite assiette avec des spaghettis plutôt que d'avoir des frites avec. Mais c'est un peu en mode. C'est un peu comme une récupération d'un truc un peu européen, les spaghettis tomates, quoi. Genre, c'est marrant, je trouve ça marrant. D'accord. Mais et par contre, des spaghettis à tomates, tu trouves ça nulle part ailleurs. C'est de la western food. Mais dans les fast-food asiatiques, ils servent ça. J'ai trouvé ça gaulerie. D'accord, ok. Et beaucoup de poulet frit. Ah, on entend un petit gecko là. Et les gamins s'y font bien, enfin la bouffe, il n'y a pas eu d'acclimatation. Il n'y a pas d'incident, ils bouffent plus ou moins bien, mais comme Anis est curieux de tout, et Emma, elle peut être un peu chiante, mais à partir du moment où il y a du riz, elle adore le riz, donc dans le pire des cas, on prend une assiette de riz blanc, et ça il y a toujours partout, quasiment partout. Et non, ça se passe bien. Ça se passe bien, ça. Quoi. Ok, et là, en termes de faune-flore, tu vois des trucs exceptionnels ? Alors, ouais. Il y a beaucoup de lézards. Il y a beaucoup de lézards. Les lézards, t'es assez content de les voir parce qu'ils bouffent toutes les restes de trucs qui flottent. Beaucoup de volants, beaucoup de gros scarabées. On a vu quelques cafards, mais finalement pas tant. Et j'ai croisé quelques serpents. Ah oui. Ouais, mais à des moments inadéquats. Quand on faisait notre expédition dans la jungle, d'ailleurs c'était le truc un peu flippant, cette expédition dans la jungle. Je t'ai dit, je suis parti une journée tout seul faire un tour dans la jungle, enfin accompagné. Au début de la journée, ils disent tu touches pas ça, tu touches pas ça, tu touches pas ça, tu touches pas ça. En fait, tu touches rien. Il y a des feuilles qu'il faut pas toucher, il y a des bêtes qu'il faut pas toucher, rien qui bouge. Et il n'y avait pas de serpent sur leur PPT de la mort là. Ouais. Mais quand d'un coup on marche et d'un coup le mec s'arrête, il dit reculez. Il commence à taper, buter un petit serpent, un petit noir et blanc. Ouais. Et je dis c'était dangereux et tout. Ah ouais ça c'est super dangereux. C'est mortel si tu mords. Ah ouais. T'es mort parce qu'en fait tu meurs dans les 3 minutes. Ah ouais putain. C'est un truc atroce. Et j'étais là genre. C'était pas sur votre petit PPT l'emmerdeur. Attention, genre vous nous faites chier à dire attention le moustique, mais là vous dites pas attention au serpent qui te tue en 3 minutes. Tu lui as fait remarquer le décalage. Non mais j'ai un truc. Et le seul autre moment on a fait un parc aquatique avec les enfants. Tu sais, je te dis, on prend le temps de faire des trucs un peu qu'on ferait à Paris ou n'importe où, tu sais, et on a fait un parc aquatique et entre 2 attractions, le long d'un petit chemin, en se baladant, qu'est-ce que je vois le long du chemin ? Oh, un petit serpent qui se glisse sur le chemin et qui remonte dans les feuillages. Là, je vais pas marcher dans l'herbe, moi. Ouais. Alors celui-là, j'ai bien regardé, il était que noir, il était pas blanc et bleu, parce que alors par contre, s'il était blanc et noir, j'aurais. Ouais, tu rebroussais chemin. Ouais. Mais non. Et les insectes, non, mais pas de. Ouais, les insectes, il y a de la faune. Ouais. Non, pas d'araignées géantes, beaucoup de trucs, beaucoup de lézards, vraiment beaucoup de lézards. D'accord. Qui se régalent. Dès que tu allumes les lumières, ça attire les petits volants, et et du coup, t'as les lézards qui se régalent, parce que en gros, ils viennent, c'est le buffet à volonté, quoi. Ils arrivent, t'as plein d'insectes qui arrivent autour d'eux, ils se gavent et tout. Ouais. C'est assez marrant. Et flore, alors c'est luxuriant, c'est parce que c'est climat tropical là où tu es. Ah ouais, c'est climat tropical pour le coup. Okay. C'est climat tropical, c'est beaucoup de palmiers, du palmier d'huile de palme, du palmier de noix de coco. T'as des manguiers, des trucs. Ah oui, j'ai découvert alors j'ai goûté le fameux durian, le fameux fruit interdit dans les hôtels partout là. Qui sent pas bon, c'est ça, non ? Ouais, alors c'est un peu âcre, c'est pas l'infection. Moi je pensais vraiment, je m'attendais à un truc qui pue de ouf. J'en ai mangé un peu, c'est pas le gros kiff. Et ça ressemble
mais dans un autre truc que par contre j'ai adoré, à la fois en texture et en goût, parce que c'est comme du durian mais en meilleur, un mélange entre le durian et de la mangue. C'est un que je connaissais pas, c'est le fruit du jacquier. L'arbre, le jacquier, jackfruit. Et le fruit du jacquier, c'est un énorme fruit qui ressemble un peu au fruit du durian d'ailleurs. Le fruit du durian, c'est une grosse boule mais avec des pointes, alors que là c'est une grosse boule mais sans pointes. C'est des petites bosses mais c'est pas des pointes. Et à l'intérieur, tu prends des grosses parties et qui sont toutes juteuses. Et là, oh là là, c'est un délice. Moi, le jackfruit, le fruit du jacquier, c'est vraiment. D'accord. C'est vraiment une découverte et c'est vraiment un kiff. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion tout à l'heure que ça faisait longtemps que j'en ai pas mangé. Je vais vouloir en manger là. C'est quoi ton rythme de repas? C'est des gros petits déj parce que là du coup moi ce genre de séjour ça me fait toujours penser à des maxi petits déj avec des fruits. Non. Ah oui ouais, non mais t'as raison qu'on fait souvent là où quand il y a des petits déj on le fait, ouais. Il y a des bons petits et je petit déjeune mieux qu'à Paris, ça c'est clair. Ouais. Et après non, t'as gardé t'as gardé un modus vivendi européen. Non mais en fait t'as raison que mais limite plus léger. Parce qu'en fait il y a un peu un truc de on mange quand on a faim et quand on a envie. Ouais. On va se prendre un petit plat, un petit truc le midi. On va s'asseoir dans un truc qui nous inspire et on va manger. On recommande 2 plats et on se les partage à 4. D'accord. Parce que les enfants ils mangent un peu de nouilles, un peu de machin. Le soir, on se fait pas des pétages de bide. Franchement, ça arrivait une ou 2 fois dans un homestay parce que les gens ils avaient préparé bombance. Mais sinon, on se fait pas des pétages de bide, non. Ouais, mais peut-être qu'il fait chaud, peut-être qu'il fait très chaud aussi. Ouais, il y a de la chaleur, il y a de l'humidité. Par contre, ça c'est un truc. Hein. D'accord, ok. Et alors, rien à voir, mais tu ne suis pas les actualités européennes ni sur ton téléphone ni ailleurs. Mais alors, est-ce que tu t'intéresses un petit peu du coup aux actualités locales du pays? Est-ce que sans dire que tu achètes le journal, est-ce que tu regardes un peu la télé Non, de toute façon, je n'aime pas la télé. Non. Tout ce que la seule actualité dont je pouvais parler, c'est que on a été au 1er mai à Ho Chi Minh Ville. C'est la célébration de la fin de la guerre et donc de la libération du Vietnam. D'accord. C'était une grosse stuff, mais c'est le genre d'actualité, voilà. Mais c'est pas de la vraie actu, quoi. Ouais. C'est plutôt mais dans le sens où tu t'amuses pas à aller voir les matchs de foot locaux. Non, alors déjà je le fais pas moi. Non, ou d'un autre sport, hein. Peu importe. Ouais, mais c'est non, déjà je regarde moi-même pas les matchs de rien du tout. Je sais bien. Je t'avais raconté que j'avais fait l'exploit de voir aucun match de la Coupe du Monde. Ah oui. 2018. Non, mais je me souviens surtout que tu m'as dit que tu avais été voir un match de handi basket et que tu avais adoré. Oui, par contre ça c'était pour les JO. J'ai été voir du handi basket et c'était assez cool, ouais. Parce que j'avais fait le mec qui boycottait les JO. Bref, on va pas y revenir. Non, et pour revenir sur une autre actu. Ouais. Alors, est-ce que je t'amène à me parler de Clair Obscur Expédition 33 ou pas? Alors, en fait, c'est plutôt toi qui vas m'en parler. Bah ouais, c'est moi qui vais t'en parler. Ouais, mais alors t'as été mis. Que je peux dire. Ouais, vas-y. Dis-moi ce que tu en sais. Dis-moi ce que tu en sais. Et moi, ce que j'en sais, je savais que ça allait être un très bon jeu parce que moi, je l'ai vu. Je savais que ce jeu arrivait. D'accord. Et je le connaissais, ce studio français, j'avais suivi un peu l'histoire de la truc, parce que je suis un youtubeur qui est assez fan, qui a même contribué à ce jeu d'ailleurs. Mais c'est ce que j'avais demandé, t'étais pas dans le Patreon parce que c'est un jeu qui a fait l'objet d'un financement participatif. Non, mais moi je suis pas très financement participatif. Généreux. Non, pour du. Ouais, t'es pas investisseur. J'ai fait quelques projets. Non, pour des jeux de société ou des jeux vidéo. Parce qu'en fait, j'essaye de faire attention parce que si tu mets le doigt là-dedans, il y a énormément de projets qui ont l'air trop cool, de jeux, surtout
de jeux vidéo, mais surtout de jeux vidéo et aussi de jeux de société. Si je commence à mettre le doigt là-dedans, j'ai pas envie de claquer plein de thunes. Parce qu'en plus, tu veux commencer à faire un pack spécial pour être un founder. Alors, pour avoir ton nom généré. Dans ce cas-là, t'as une casquette dédicacée, enfin, tu vois, avec des goodies et tout. Non, moi, il y a eu ça, il y avait eu la mode. C'est quoi la plateforme Kickstarter, voilà, c'est Kickstarter. Non, alors, moi, j'ai vite. Je pensais. Ah non, Kiss Bang Bang, c'est autre chose. C'est peut-être pour les cadeaux d'anniversaire ou. Si, t'as raison, je crois que ça fait partie. Mais il y a eu effectivement, il y a eu un effet de mode à un moment donné où tu pouvais participer à des projets d'entreprise, enfin généralement de production d'objets un peu innovants, etc. Non, mais à la limite, si je trouve que c'est un truc. Ouais. Si je trouve que c'est un truc un peu cool, pourquoi pas, mais pour ce qui est mon péché mignon, qui est déjà le jeu et le jeu vidéo, je vais pas en plus commencer à faire du financement participatif pour ce truc-là. Je sais que ça peut sembler paradoxal, mais disons que c'est une espèce de limite de l'ivrogne que je me mets, quoi. C'est genre alors j'ai pas de bière avant 9h du mat. Ouais. Très bonne comparaison. Alors non, il s'agit. Donc là, on part sur un petit peu. Et du coup, j'ai vu. Je m'attendais pas du tout. Par contre, pour être honnête, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ultra hypé. Moi, je savais que ça allait être cool et tout, et je suis trop content que ça hype. Pourquoi je suis content ? Parce que ce que j'ai pu voir, j'ai pas lu pareil. Je me suis pas trop renseigné. Je vais le faire ce jeu, donc je me suis pas spoilé et tout. Mais ce que j'ai vu, c'est que ça prouve un truc que je te disais, c'était l'absence de créativité et de risque que prennent les grands studios de jeux vidéo à l'heure actuelle, et qu'en fait il y a encore, ça me fait un peu plaisir parce qu'il y a encore de la place pour des projets, il y a encore du succès, ça a un succès les jeux indépendants, quoi. Les trucs et ça fait plaisir parce que sinon tu vois que les mêmes choses tout le temps, quoi. Ouais, alors oui, tu parles des AAA évidemment. Est-ce que dans le faisceau de l'actualité vidéoludique, tu as entendu dire que GTA 6 était retardé d'un an finalement en sortie? C'est-à-dire je sais même pas quand est-ce qu'il allait sortir. Il était prévu en mai 2025 et finalement il sort en mai 2026. Mais bon, ça c'est vraiment anecdotique. C'est pour tester, de voir ta connaissance des actualités. Alors, sauf que j'en ai parlé avec un autre pote parce que j'ai appelé un autre pote. Et ben tu vois. Et il m'a envoyé le trailer, il y a un nouveau trailer de GTA 6 qui est sorti. Ouais. Vraiment, je comprends pas la hype. C'est à m'en chatouiller une sans faire bouger l'autre. Je comprends pas la hype. Enfin, moi j'ai jamais été un fan de GTA et je suis vraiment. Alors, c'est pas dire que je souhaite pas de succès à GTA, mais parce que tout le monde. À un moment, c'est bon. Si tout le monde kiffe GTA, je vais voir, ok, le jeu il a du succès, je vais pas dire c'est de la merde, il a trop de succès. Donc voilà, moi j'arrive pas à aimer ce jeu. Et je pense que le 6 me plaira pas plus. Mais par contre, je suis content qu'il y ait aussi des jeux qui prennent de la place comme Clair Obscur. Donc tu l'as dit, et ça c'est un point sur lequel tu seras peut-être plus sachant que moi, mais effectivement c'est un studio français de relativement petite dimension, hein. Je crois que c'est 20-25 personnes qui bossent là-dedans, ce qui à l'échelle du jeu vidéo en fait encore une petite société. Économiquement peut se poser la question de la sous-traitance parce qu'il y a nécessairement pas mal d'éléments qui ont été sous-traités à l'étranger, mais je dis ça sans vouloir renier le fait que ce soit simplement inventé en France et produit ailleurs. En fait, en vrai, le pavillon, on s'en fout un petit peu. C'est plus de dire que c'est pas parce que c'est un petit studio que c'est un petit jeu. C'est un truc qui rivalise, dont on en parle déjà comme le GOTY 2025. Ouais, alors ça c'est peut-être dès qu'il y a une hype, on dit GOTY. Les gens on s'en fout déjà, on s'en fout GOTY parce que c'est une récompense qui sert à rien mais c'est cool quand même parce que c'est toujours pour des jeux. Oui, c'est ça, c'est toujours pour des jeux du AAA, et là il se trouve que non seulement c'est un plus petit jeu, c'est un jeu qui s'appuie sur le JRPG, mais qui c'est même plus qui s'appuie dessus, c'est-à-dire qu'il est complètement étalé sur le JRPG, mais tel qu'on a pu une lettre d'amour au JRPG. Non mais tout à fait. Ouais. Et alors je pense que c'est ta cam, hein. Alors là Bah écoute, c'est la première fois, c'est ce que je disais à un pote, c'est la première fois depuis 1999 que je passe en un week-end plus de 15 heures sur
sur un jeu. L'âge de mon compteur doit être à peu près à 30 heures, ça fait une semaine que je l'ai. Et c'est vraiment, j'avais pas connu ça. Ouais. Comme beaucoup de gens de notre génération et qui ont tripé sur les mêmes jeux que nous, c'est-à-dire à partir de FF7 et jusqu'à alors FF10, ce qui est moins vrai pour moi, tous ces gens-là sont clairement le public cible et c'est ces gens-là qui encensent complètement le jeu. En Europe, en Europe vas-y. Pour ceux qui ont découvert le genre avec FF7, puisque FF7 a été le premier jeu sorti en Europe dans ce thème-là. Et l'Asie, et en particulier le Japon, est tout à fait dans la même hype, aussi parce que c'est un jeu français, mais qui est français dans le générique, mais qui est aussi français dans les dans décors. La DA. Voilà, la DA, tout à fait. Les décors, l'esprit, la musique, etc. L'OST est absolument fantastique. Ouais. Et c'est un jeu qui, moi je trouve que c'est sa grande force. Je vais évidemment rien spoiler. D'abord parce que je fais tout pour moi-même pas être spoilé dans ma progression. Et aussi parce que ça me ferait chier que toi qui vas découvrir le truc à retardement, je te divulgâche des trucs. Mais alors, la première heure du jeu qui installe l'histoire et le scénario est absolument incroyable. Je sais pas si tu en as entendu un petit peu parler. Non, rien du tout. Me dis rien. Ah bah si, il faut quand même que je te raconte de quoi ça parle. Il faut quand même que je te raconte de quoi ça parle. Ah oui, je sais, je crois, je crois savoir un peu. En fait, il y a c'est une histoire de, il y a au fin fond de l'horizon, il y a un compte à rebours qui impacte sur. Ouais. Tu arrives, tu découvres un Paris apocalyptique, dystopique, des décors qui sont vraiment super onirique. beaux. Hein. Ouais, onirique. Avec des trucs un peu déconstruits qui partent dans exactement, tous les sens des gravats en suspension. Et effectivement, au loin du paysage que tu découvres, il y a un monolithe sur lequel s'affiche un chiffre, le chiffre 34 quand tu démarres le jeu. Donc tu découvres que tu arrives dans un Paris, dans une ville où il y a une cérémonie le jour J, et que cette cérémonie elle est fêtée de façon plutôt gaie, mais que tu découvres que tout le monde est triste. Donc tu te demandes un petit peu pourquoi, et au fur et à mesure tu comprends que le monolithe effectivement est un compte à rebours. C'est-à-dire que chaque année, il va descendre d'un chiffre, et que les personnes qui ont l'âge inscrit sur le monolithe sont gommées de façon inéluctable. C'est-à-dire qu'ils disparaissent en poussière. C'est un décompte qui a commencé donc à 100, sans qu'on sache vraiment l'expliquer. Hein. Tout le monde, c'est devenu une fatalité pour tout le monde au fur et à mesure du temps, puisque ça fait donc 67 ans que ça existe. Plus évidemment, plus le chiffre diminue, plus ça paraît compliqué. Plus ça paraît compliqué d'envisager la survie de l'humanité. Et donc, dans cette tradition qui a été instaurée dans ce monde, il y a effectivement les adieux qui sont faits aux gens qui vont être gommés. Et il y a l'organisation d'une expédition qui porte le chiffre de l'âge qui va être gommé. Donc d'où le nom effectivement Expédition 33. Et donc ça commence par une mise en scène et surtout une bande son qui accompagne la mise en scène qui est incroyable, sur le fait que tu vois les gens se dire adieu, et des fois c'est des gens de 33 ans qui avaient des enfants, donc tu vois, t'as des situations vraiment extrêmement tristes. C'est hyper bien foutu, et donc dès la première heure de jeu tu n'as qu'une envie, c'est toi aussi d'aller justement terminer ce compte. À ce monolithe. Ouais, exactement. D'aller à ce monolithe pour terminer. Donc si tu veux, la grande force du jeu de mon point de vue, c'est que dès la première heure de jeu, tu es complètement impliqué dans l'histoire. Dans l'histoire, ouais. Voilà, c'est-à-dire que les premières. Mais c'est. Alors. Le gameplay. Attends, oui, je t'écoute. Je voulais dire un truc. Non, mais je pense que pour moi c'est clair. Je pense que ça peut être très bien et ça va être très bien et tout. Moi, il y a juste un truc qui me tue. C'est, par exemple, j'ai une petite remarque que j'aimerais bien faire. C'est quand même dingue que ce soit pas une boîte.
le gameplay, tu veux me dire, il est nerveux, il est sympa, il est tu vois, genre, comment ça se fait que c'est pas une boîte comme Squaresoft qui a été capable de renouveler. En fait, c'est un peu un RPG moderne, on peut le dire d'une certaine manière, tu vois, genre. Les mecs du Cozy Corner, qui est un podcast que j'aime bien, tu le sais, ont résumé le truc en disant c'est mon Final Fantasy préféré. Okay, parce qu'en fait ça revient sur des codes plutôt d'avant du JRPG classique, des choses que si tu veux Final Fantasy alors là je suis mal placé pour en parler puisque j'ai pas joué au récent. Ils ont pas réussi à maintenir ce qui faisait l'intérêt de leur jeu. Et typiquement, je suis content aussi. J'ai vu une vidéo qui s'appelait le tour par tour encore tu vois, ça prouve que un jeu au tour par tour, ça peut être trop stylé en fait. C'est pas ce but, et au contraire d'avoir voulu faire des jeux plus action qui en fait sont moins profonds tactiquement, moins profonds stratégiquement. Est-ce que c'était une si bonne idée ? Moi, je crois pas. Franchement, moi, FF16, on me l'avait vendu comme un banger et tout. Je l'ai même pas fini. J'ai joué. Je t'avais raconté un peu. Ah, mais ça faisait partie du moment où j'ai fait une pause de jeux vidéo pendant 4 mois après ça. Mais parce qu'en fait, j'y jouais et il y avait. En gros, c'était l'horreur ce jeu. C'était 1 heure exceptionnelle. Quand je dis exceptionnelle, c'est vraiment génial. Ouais. 2 heures de remplissage. 1 heure exceptionnelle, 2 heures de remplissage, fanservice, machin et tout. C'était insupportable. Et il y avait un peu et en plus en termes de profondeur tactique et jeu, c'était pas très intéressant. Et comment ça se fait qu'une petite boîte arrive à faire un jeu qui intéresse tout le monde alors que des gros majors qui ont l'expérience et l'histoire, ils n'arrivent pas à avoir renouvelé le genre, à avoir donné de la profondeur, de l'intérêt. Enfin, moi je trouve ça. Mais c'est parce qu'en fait là, si tu veux, ils ne renouvellent rien. Enfin, très clairement, il y a une seule particularité de gameplay, et encore qui est une particularité qui s'était déjà vue avant. Moi, qui m'a fait peur au départ, parce que si tu veux, les blocs et tout, le timing et tout, c'est ça ? Exactement, ouais, c'est ça, le bloc, le timing. Mais quelque chose qu'on avait déjà vu, si tu veux, c'est exactement les attaques de Squall dans FF8. C'est si tu déclenches, si tu appuies sur R1 au bon moment, tu déclenches le flingue de son épée. Tu fais plus de dégâts. Ouais, est-ce que ça ressemble pas un peu plus à Vagrant Story avec les défenses et tout. Ça c'est sûr que la comparaison elle est évidente parce que notamment graphiquement et en termes d'ambiance lumineuse, ça s'inspire beaucoup, tu le sens de ce jeu-là. Mais oui, c'est complètement ça. Donc en fait, si tu veux, tu dis comment est-ce qu'on a pu ne pas renouveler le genre ? Ça renouvelle pas le genre. C'est ce que FF7 Remake aurait dû être en fait, de mon point de vue. Voilà. Oui, mais en fait c'est là où je veux en venir. Ça renouvelle sans le renouveler parce que dans l'écriture, parce que dans les machins, ouais. et dans le quand même. En tout cas, on peut pas dire que c'est pas non plus juste un copier-coller de FF7, tu vois. Ah non. Ouais, c'est un nouveau jeu. Et donc, comment ça se fait que des boîtes qui avaient les moyens de faire ça le font pas ? Il faut que ce soit un petit studio français qui fasse ça. Ouais. Alors c'est vrai que c'est. Je connais trop peu l'économie du jeu vidéo pour t'accompagner dans ce. Mais c'est vrai que de mon vu de ma position, je suis d'accord, je partage. C'est-à-dire que c'est. Enfin. La question que je pose, c'est pas comment est-ce que ce jeu-là a pu naître d'une petite boîte, c'est plutôt comment est-ce que les grosses boîtes ont pu perdre de vue ce qui faisait kiffer les joueurs, quoi. Ouais, bon, et après je pense que c'est ce que la réponse universellement admise, c'est les intérêts des fanservice. Ouais, et puis ouais. Mais même là, si tu veux, il y a un truc. Moi, ce qui me fait doublement plaisir, c'est que, en plus de ça, le jeu donc a dû être écrit en français, j'imagine, et j'ose espérer. Ce qui fait que à aucun moment tu ne ressens des problèmes de traduction. Ce qui quand même peut arriver dans le RPG et a fortiori dans le JRPG. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Et l'autre truc, c'est qu'il y a énormément enfin, c'est pas des astuces de scénario, mais dans l'écriture du jeu, si tu veux, tout fait référence à la peinture. Et c'est aussi en ça que c'est très français. C'est-à-dire que le personnage principal donc s'appelle Gustave. Alors au début, tu penses que c'est pour Gustave Eiffel, mais tu comprends assez rapidement que c'est pour Gustave Courbet. La personne qui manipule les chiffres, c'est la peintresse. Tu te bats avec des chromas, des luminas, et chaque
séquence du jeu a une teinte particulière. Donc si tu veux, il y a des trucs hyper malins de ce point de vue-là, qui sont de toujours d'avoir une cohérence et dans l'écriture et dans des éléments de gameplay. Enfin, je trouve que ça respecte vachement l'intelligence du joueur, et ça, je trouve ça hyper appréciable. Ouais. Et ça, c'est quand un jeu est bien cohérent comme ça, bien bien polish, sûr. bien fini, et que c'est pas un pot pourri de trucs qui est disparate, ça marche bien. Ouais, exactement. Je te propose qu'on en reste là, parce que ouais, bien sûr. Du coup, tu vas le finir, toi, tu vas juste. Ah bah oui. Mais là, si tu veux, là où j'en suis, et tu sais que ça fait partie des trucs qui moi me font kiffer. C'est un jeu qui est dur. Enfin, c'est un jeu dont on entend beaucoup dire qu'il est dur. Moi, je joue pas en mode expert, hein, je joue en mode intermédiaire. Mais en fait, c'est pas. En fait, ce qui m'a convaincu de jouer ça, c'est tout simplement que dans la description du mode intermédiaire, c'est marqué le mode pour lequel a été pensé le jeu. Voilà, grosso modo. Ouais, et donc je fais tout le temps ça. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est dur, mais en fait, quand t'as pour les vrais joueurs de JRPG comme toi et moi, tu vois, la dernière fois, hier, je me suis dit bon allez, je me fais 2 heures de combat. Je me suis dit là, je commence à avoir un level un peu weak, un peu just, ouais, c'est ça. Hop, je regarde un peu de leveling, un peu de menuing, un peu d'optique. Exactement, voilà. Je me dis, eh ben là, je reste dans la même zone 2 heures, je fais que des allers-retours sur le point de sauvegarde, je repère des ennemis bien balèzes et tout, auxquels je galère au début. Et tu te fais 2 heures de combat, tu prends 4 niveaux, et après finalement le jeu, au final, il est pas si dur. Il est dur pour les joueurs, pour les joueurs de Souls qui veulent foncer le plus vite possible, mais pour les vrais joueurs de JRPG, il est tout à fait. Mais même pour les joueurs de. Non, c'est pas vraiment. Je peux pas te laisser dire ça, mais excuse-moi, parce que dans les joueurs de Souls, pour les joueurs de Souls, c'est pas eux qui veulent. Il y en a qui foncent, parce que moi je suis un joueur de Souls et je fonce pas. Hein. Les jeux de From Software sont tout le temps un peu durs. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, genre en gros, il y a un moment où t'es bloqué. Tu peux quand même tourner en rond pour farmer un peu, mais enfin. T'as quand même le boss le boss sera dur quoi qu'il arrive quoi. Tu peux pas. Ce qui me fait dire ça, c'est de kiffer la difficulté au final, tu vois. Pour moi, joueur de Souls, c'est les mecs qui aiment, justement ne pas, enfin qui sont pas forcément dans le farming, mais qui sont dans la recherche permanente de la difficulté. Ouais, mais alors moi, ce que j'aime bien, c'est que le jeu te permet pas de pas être le jeu n'est oui, le jeu ne te permet pas de farmer. Ouais, le jeu ne te permet pas d'être facile. Non, mais c'est pas ça, c'est que. Bon, bref. On se disperse. Mais à ton retour, c'est sûr que c'est un truc qui va te. Alors. Sauf à être surpris, parce que peut-être que tu auras l'effet Bref 2 et c'est marrant, j'ai assez rapidement fait le pont avec ça, parce que si tu veux, le fait d'en entendre énormément bien de ce jeu, au départ j'ai vraiment bien attendu de comprendre le système de combat, parce que je me suis dit moi, si le combat tour par tour tel qu'il est foutu me plaît pas, je sais que pour moi c'était un drapeau rouge. Donc j'ai bien attendu de comprendre comment ça fonctionnait, d'être sûr que ça allait me plaire. Et t'as dit que c'était ta cam, ouais. Voilà. Et à partir du moment où j'ai mis le pied dans le jeu, j'ai été aussi hyper rassuré sur le fait que, parce que Bref 2, ça m'a quand même un peu mis la pression sur le fait que putain, j'espère que je vais pas avoir des comportements élitistes pour tout ce qui est encensé publiquement, tu vois. Et là, ça m'a rassuré là-dessus en me disant ouais, non mais c'est bon, là c'est. Ah bah tiens, excuse-moi, on peut faire un aparté sur Bref 2. Parce que je me souviens quand on a fait l'épisode et que j'avais pas fini, parce que j'ai fini depuis entre temps. Ah oui, c'est vrai. On a oublié d'en reparler. Ouais. Et donc ça fait un petit peu esprit de l'escalier, mais quand à un moment tu me disais, ouais, il y a une astuce scénaristique là que je trouve absolument abusée. Là, tu verras quand tu verras les 3 derniers épisodes, mais il y a un truc que tu m'as dit. Ah non, ça, j'en peux plus. Ah oui. Je me souviens t'avoir dit ça, mais à quoi je pensais? Eh ben voilà, je sais pas. À quoi tu pensais? Eh ben à ce moment-là. Est-ce que c'est que au final, est-ce que c'est le fait qu'au final l'amour était juste devant lui, c'était sa coloc? C'est ça que t'avais trouvé bateau? Ouais, peut-être. En fait, c'est là où. Ou alors le fait.
Ou alors le fait que ce soit Jean-Paul Rouve qui les sauve en intervenant parce qu'il entendait tous les trucs à travers le mur. Jean-Paul Rouve, c'est vraiment leur hommage à Amélie Poulain. Mais tu m'avais dit que t'avais pas vu, toi, Amélie Poulain. Non, mais en fait, j'étais tellement sincère dans le fait que j'ai pas arrêté de dire que c'était oubliable que je vais avoir du mal à répondre à ta question parce que j'ai complètement oublié cette. Non, mais surtout que j'ai complètement oublié cette série du coup. Mais alors finalement, la fin de Bref 2, toi, tu as passé un bon moment, Bah écoute, du coup, j'étais en train de me dire ça va être de la merde, et puis suite à notre discussion, et puis j'ai quand même passé un moment, j'ai trouvé ça ok. Ça ok, mais pareil, oubliable, je pense. Non, oubliable c'est trop dur, mais en fait, je l'ai pris comme un feel-good movie qui du coup, en tant que tel, c'est-à-dire il a ses biais scénaristiques. Et en gros, tu le regardes pour avoir la patate, quoi. Ouais. Je voulais peut-être partager une ou deux petites recos. Ah oui, super, avec plaisir. Parce que du coup, c'est cool. Là, j'ai fait une petite pause dans la lecture, mais je vais peut-être me remettre un peu. Je vais peut-être m'y remettre là. Ouais. Et je voulais particulièrement parler d'un bouquin assez cool que j'ai vraiment aimé. Qui s'appelle Piranèse. D'accord. De Susanna Clarke. Piranèse de Susanna Clarke. P-Y-R-A-2-N-E-S-E. Et c'est une écriture de style mystérieuse. En fait, en gros, tu sais qu'il y a un truc qui tourne pas rond dans ce que tu lis et tu le découvres au fur et à mesure, quoi. J'aime bien ce genre de truc où. En gros, c'est l'histoire c'est le journal d'un gars qui vit dans un espèce de lieu onirique absolument absurde. Et bref, il y a un truc qui va pas, quoi. C'est fantastique, mais il y a un twist. C'est du fantastique avec un twist, quoi. D'accord. Et c'était vraiment. Tu peux nous en dire plus ça parle de quoi C'est un roman. En fait. C'est un roman assez court, donc ça c'est peut-être le seul défaut, c'est que ça te n'occupera pas des semaines et des semaines. Hein. Oh, ça va être une grande qualité pour moi, rassure-toi. et en gros, tu as le journal de Piranèse qui raconte qu'il vit dans le palais, ce qu'il appelle le palais, c'est une espèce d'architecture antique. Mais gigantesque, tu sais, avec genre à l'infini, des pièces qui s'enchaînent à l'infini. Il y a la marée dans les étages inférieurs, il y a les nuées dans les étages supérieurs. Et en fait, tout porte. Donc c'est dans une ambiance, en fait, fantastique, mythologique. Mais en fait, il y a c'est pas si clair parce que le mec fait référence à. En gros, tu te rends compte qu'il y a un truc en gros, il y a un truc qui marche pas avec une espèce des symboles de la réalité de la réalité matérielle de notre réalité qui interagissent aussi avec. Donc il y a quelque chose qui est bizarre, quoi. D'accord. Et tu dois comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe en fait. D'accord. Ok. Et c'est bien écrit, c'est sympa, c'est un peu poétique, c'est beau. Enfin, tu vois, genre c'est sympa. D'accord. Juste pour m'immiscer. Tu peux peut-être reco et. Ouais, m'immiscer. Non, je m'immisce dans ton. Non, c'est pas pour une reco, c'est pour te demander si tu as entendu parler du jeu qu'on a également présenté comme potentiellement un GOTY. Blueprints, ça te parle ou pas? Sur la découverte. Bien sûr. Alors ça, big up à mon brother JB, mon pote gaming de Saint-Brieuc, Briochin. Le Briochin, qu'on salue. Ouais. Avec lequel je vais passer parfois des sessions geekance. Oui. Très clairement, c'est notre. On appelle ça un. C'est Charlie L-E-G-J-I-B. On appelle ça un jeu Charlie JB. D'accord. Donc ça, c'est clairement. Il est labellisé Kling. Ça fait partie de notre prochaine to-do list. Il a le seal of approval. Oui. Il a le seal of approval. Il a tout ce que j'aime dans un jeu. J'ai juste peur un peu de la boucle de gameplay. D'accord. Mais c'est c'est un jeu un knowledge base d'univers. Ouais. C'est un jeu où tu dois comprendre ce qui se passe, comprendre le fonctionnement et tu dois résoudre un mystère à force de trucs. Je ne sais pas si ça sera à la hauteur
de Outer Wild, qui est le greatest of all time. Ouais, c'est ça. Qui est le GOAT. Mais en tout cas, non, c'est clair que ça fait partie de notre to-do list. D'accord, ok. Et donc voilà, c'était juste pour m'immiscer dans ta reco, puisque tu parlais d'un palais avec plusieurs étages, etc. Oui. Ça a l'air marrant ce truc. Ok. Et donc t'as une deuxième reco. Deuxième reco de trucs. Pareil, là c'est plutôt alors j'allais dire en podcast, mais ça va te faire marrer, mais je suis avec plaisir c'est vieux, donc je pense que c'est assez connu, une partie. Je sors la carte vieux puant de la bite. Ouais. une partie de Donjons et Dragons. D'accord. Animée par un youtubeur qui s'appelle Lucien Meigne. Oui, bien sûr. Et avec Adrien Méniel. Et dans lequel avec Adrien Méniel, bien sûr, la bonne auberge. Pénélope Bagieux. Et exactement. Et ben écoute, tu connaissais, tu vois. Et ben moi j'ai découvert ça là, et je regrette de ne pas avoir découvert plus tôt. Et je me régale. Et comme je me fais un peu de ça en audio dans les transports, les trucs et tout, je rigole bien. Ouais. Et bah réjouis-toi parce que Lucien Mène, donc effectivement le MJ en l'occurrence de cette partie-là, c'est une campagne qui est terminée, qui s'est terminée en live. Ils ont fait un spectacle, je sais plus où, ça devait pas être le Bataclan, je sais plus où c'était. Lucien Mène a décidé en septembre, donc pour ton retour, de créer sa propre plateforme de streaming autour du JDR. Dans laquelle il va animer, il y aura du podcast, de la vidéo, etc. Dans laquelle il va animer tout plein d'émissions en lien avec le JDR. Donc il professionnalise complètement. Je crois que c'est grâce à ça, parce que j'ai eu un fil Insta. Ouais. Où j'ai vu ça et j'ai découvert du coup la chaîne, et du coup là je suis plutôt en train de regarder la vieille chaîne YouTube et de lire toutes les vidéos. Ouais, d'accord, ok. Mais donc voilà, et écoute. Mais alors moi je connais, mais alors j'ai jamais accroché, et ça t'étonnera peu, je crois. Ça m'étonnera pas. Ouais. Tu as le gland trop propre pour ça. Voilà, c'est ça, trop d'hygiène corporelle. Mais par contre, non, mais je connaissais évidemment, parce qu'à un moment donné, Adrien Méniel en parlait pas mal dans le Floodcast. Et fait d'actualité au moins aussi important que la mort du pape, auquel tu es peut-être passé à côté de ça, le Floodcast a annoncé que le Floodcast, ça s'arrête au mois de juillet. Voilà. T'as vu ça? Coup, et non, t'as vu la mort du pape et la fin du Floodcast. Ouais, parce qu'en fait, je sais pas pourquoi je cherchais des infos. À cause de la bonne auberge et de la partie, j'ai regardé des infos sur Adrien Méniel et le Floodcast. Je me dis, attends, il faisait ça en même temps que le Floodcast, et en regardant ça, j'ai fait, le Floodcast s'arrête. Et du coup, je me suis dit, mon pote qui nous a lâché pour aller écouter le Floodcast, il va revenir. Il n'y a plus d'excuses. Il va revenir la queue entre les jambes. Comment il s'appelle? J'ai le droit de balancer. C'est le prénom. Yann. Okay, Yann le pêche. Okay. Yann pêche. Reviens Yann. Ça y est, on les a eus. Yes, voilà, je vois que tu suis quand même l'actualité du métier, c'est bien. Ouais, quelle actu. Et quelle actu. Attends, 10 ans d'émission quand même, les mecs, ça force le respect. Ouais, complètement, ouais. Merci Charles pour cet épisode supplémentaire. Merci à toi. On se dit que le prochain, donc pour la mi-aude, sera tu seras plus loin dans le temps et plus au nord dans ton périple. Ouais. Et on fera un épisode, un petit point à ce moment-là où tu seras véritablement en mi-parcours. Et donc tu auras dépassé plus même, je pense que j'aurais dépassé la mi-parcours. Et tu auras dépassé la timeline des grandes vacances de l'élémentaire. Donc tu nous diras comment ce que ça fait. Voilà, tu nous diras ce que ça fait d'être en vacances, de faire les plus longues vacances de ta vie. Exactement. Exactement. Et toi, je te souhaite aussi de profiter de ton temps. Si tu as des petites vacances normales, évidemment, des ridicules petites vacances normales entre temps, profites-en bien. Je te fais des gros bisous à toi, et j'embrasse également toutes nos petites odes
Allez, bisous les audes, et on vous dit à dans 15 jours pour un épisode de votre côté. Gros bisous. Au revoir. Bisous, bisous. Alors ça, c'est du bon Minervois.